Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons, comme vous l'avez certainement vu dans le titre et dans la miniature, euh, tester, faire un petit quiz sur les apprentissages scolaires. Et là, on va s'intéresser à la lecture et à la compréhension écrite. Et il y aura certainement une deuxième partie sur ce qui porte autour du nombre et des facteurs socio-culturels dans les apprentissages scolaires. Et donc, je coupe tout de suite cette introduction et on commence tout de suite le petit quiz. Donc qui normalement devrait être un peu moins long que les dernières vidéos. C'est vrai que j'avais dépassé les 25 minutes. Donc on commence par quelques infos générales. Qu'est-ce qui différencie le développement cognitif des apprentissages scolaires? Et je viens de me rendre compte que, comme d'habitude, je n'ai pas mon téléphone pour mettre le chronomètre avec moi. Donc je vais le chercher tout de suite. Alors en fait, les apprentissages scolaires nécessitent un cadre d'enseignement pour se développer, contrairement au développement cognitif qui est présent même si par exemple, l'enfant n'est pas scolarisé. Donc, par exemple, en ce qui concerne le développement de la mémoire, des fonctions exécutives, que l'enfant soit scolarisé ou non, il aura ce développement. Alors que typiquement, sans un cadre d'enseignement, par exemple l'école, ou du moins les parents qui peuvent, par exemple, quand on fait l'école à la maison, enfin, ça a besoin d'être enseigné typiquement la lecture, l'écriture. Et d'ailleurs, l'écriture, il y aura aussi une partie consacrée à l'écriture. Alors maintenant, deuxième petite question, la lecture d'une phrase implique-t-elle sa compréhension? Donc là, ça va servir de un peu de point d'ancrage à la suite de ce petit quiz. Parce qu'en fait, non, on peut être apte à lire la phrase sans pour autant réussir à y mettre du sens. Alors pour comprendre ça, en fait, vous pouvez par exemple vous imaginer que vous lisez le texte dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Typiquement moi par exemple, les articles en anglais que nous avons à lire, il se peut que je réussisse à lire la phrase, mais que je n'ai pas encore en ma possession tous les mots de vocabulaire de cette phrase, et ainsi je peux lire la phrase en anglais sans pour autant réussir à bien y mettre du sens, tout simplement parce que je n'ai pas encore le vocabulaire adéquat. Alors ensuite, quel trouble de la lecture est un facteur de risque conduisant, parfois, pas toujours, à l'échec scolaire? Faut pas faire de généralité, c'est juste que c'est un facteur de risque. Et donc là, je mets enfin le chronomètre pour être sûr que 5 secondes soient réellement 5 secondes. Et du coup, c'est la dyslexie qui est un facteur de risque conduisant à des difficultés d'apprentissage de la lecture. Elle serait présente chez 20% des enfants en difficulté d'apprentissage. Donc ce qui fait en fait, euh, en ce qui concerne les enfants en difficulté d'apprentissage, ils représentent 20-25% des enfants, il me semble, en CE2. Oui, en CE2. Et du coup, parmi ces 20-25%, il y a 20% de dyslexiques. Donc ce qui fait en fait tout simplement un ratio par rapport à tous les enfants de 4 à 5%. Ensuite, on passe du coup maintenant dans la lecture. Question dans la lecture. Quelles habiletés cognitives générales sont nécessaires à la lecture? Donc en fait, pour lire, l'enfant doit d'abord avoir certaines capacités, donc notamment de l'attention, ainsi qu'une mémoire suffisamment développée pour stocker l'association graphème-phonème. Donc là, vous savez très bien, euh, le phonème c'est un son, le graphème c'est sa version écrite qui est traduisible grâce à la lecture, passe du graphème au phonème. Grâce en fait tout simplement à la mémoire qui viendra stocker ces associations pour nous permettre de décoder l'information écrite. Alors ensuite, quelles sont les deux composantes du traitement de l'information écrite? Autrement dit, enfin, ça me fait un peu marrer traitement de l'information écrite au sens où c'est complexe pour dire lecture et compréhension, quoi. Là, c'est juste lecture, il me semble. Et du coup, ces deux composantes sont la reconnaissance des mots, donc là, c'est le traitement de bas niveau, et la compréhension des mots. Donc en fait, je vous ai complètement spoilé en baragouinant un tas de trucs au moment des 5 secondes là. Et donc là, la compréhension des mots, c'est le traitement de haut niveau.
Alors, quel facteur permet à l'enfant de comprendre les mots qu'il lit? Donc là, la réponse va être un peu bête parce que je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais en fait, c'est l'automatisation. Attendez, oui, comprendre les mots. L'automatisation de la reconnaissance des mots, donc autrement dit, le bas niveau, une fois qu'il va être acquis, va permettre de libérer par l'automatisation suffisamment de ressources cognitives afin de pouvoir utiliser correctement le processus de haut niveau et donc avoir accès à la compréhension des mots. Autrement dit, c'est juste les ressources cognitives qui sont limitées. Au début, ce n'est pas automatique, donc on met tout dans la reconnaissance des mots. Plus c'est automatique, plus il nous reste de ressources cognitives pour la compréhension des mots, en fait. C'est vraiment une sorte de répartition des ressources cognitives. Alors ensuite, quel principe fondamental l'enfant doit-il comprendre pour pouvoir lire? Donc c'est un principe qu'on a vu tout simplement. Et ce principe, il s'appelle le principe alphabétique, qui consiste à comprendre qu'un mot écrit correspond à un mot oral, et que chaque lettre ou ensemble de lettres correspond à un son. Voilà. Donc ça, c'est le principe alphabétique. Mais il y a aussi le système orthographique, qui possède des règles, parfois un peu complexes, notamment en français, on n'a pas une langue des plus simples. Et d'ailleurs, dans cette question, c'est quelles règles peuvent venir complexifier la maîtrise du principe alphabétique. Donc typiquement en français, une lettre peut avoir différentes valeurs, donc différents phonèmes. Donc là, on a l'exemple très simple de maman où le A ne permet pas la création du même phonème. Un A seul ou entre les deux M, ça fait le A, alors qu'à côté du N, ça fait le AN, tout simplement. Donc là, le A permet la création de deux phonèmes différents en fonction de ce qu'il y a à côté de lui. Un phonème peut avoir différents graphèmes associés, donc là, c'est typiquement l'exemple de bout, la boue et bout, par exemple, le bout d'une ficelle, où là, tout simplement, on se rend compte que euh, c'est la même prononciation, donc c'est le même son qui sort, mais l'écriture est différente et donc désigne deux choses différentes. Oui, désigne à deux sens différents. Il y a deux sens différents pour un même phonème. Alors, troisième petite règle, certaines lettres sont muettes, c'est souvent dû à la grammaire ou à l'étymologie, par exemple orthographe, on n'entend pas le H, et le ortho c'est par rapport à l'origine, je sais plus si c'est grec ou latin qui signifie droit, orthographe c'est écriture droite quoi. Et j'avais un exemple un peu plus simple, c'est elles sont roses, on va pas prononcer les S de elle et rose, et ainsi que le T de son. Poursuivons. Quelles sont les deux voies disponibles à un individu pour la lecture? Donc là, ça peut être enfant comme adulte. Alors du coup, on a deux principales voies. Donc on a déjà la voie d'assemblage qui vient décoder chaque graphème en phonème. Donc là, typiquement, c'est pour les mots que nous ne connaissons pas. Donc là, j'ai remis l'exemple du volcan islandais que je ne vais pas prononcer. Alors cependant, elle a des points faibles, typiquement les mots un peu irréguliers. Là, ça ne va pas fonctionner. Contrairement à la voie de redressage qui permet de directement identifier le mot en entier lorsque celui-ci appartient au lexique mental de l'enfant ou de l'adulte. Donc là, oui, typiquement, les mots irréguliers, il y a l'oignon et monsieur. Typiquement, si on utilise la voie d'assemblage, on va lire oignon et monsieur. Donc là, ça va pas être correctement prononcé. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a la signification du mot qui était stockée à la mémoire sémantique si ça appartient au vocabulaire de l'enfant, bien sûr, qui apparaît en parallèle de la forme sonore. Donc en fait, il y a une transformation en son finalement, qui fait que on a la signification du mot qui peut apparaître si elle est bien évidemment stockée en mémoire sémantique. Pour ça, il faut qu'on ait déjà appris ce mot de vocabulaire, bien sûr. Alors ensuite, sur quelles connaissances et habiletés peut s'appuyer l'enfant dans sa lecture? En fait, là, c'est plus que le principe alphabétique, on avait vu d'autres connaissances, d'autres habiletés que l'enfant pouvait utiliser. C'était un peu la partie
Moi j'appelle ça une partie fourre-tout, hein. Et du coup, c'est tout simplement, par exemple, les connaissances des lettres, au sens où dès, l'âge préscolaire, donc pour nous la maternelle en France, savoir par exemple le nom des lettres, par exemple K, P, rien que ça en fait, dans le nom de la lettre, on sait, par sa prononciation, le phonème qu'il implique. Donc typiquement le K on entend bien le que, le P on entend bien le peu, heu et cetera et cetera. Après il y a peut-être des lettres en piège typiquement Y. Là c'est peut-être, un peu l'exception, c'est le Y. Alors après il y a aussi des habiletés phonologiques où typiquement, l'enfant réussit à associer le son, enfin le phonème au graphème, voilà c'est ça l'association. Et l'analyse phonologique, c'est quand il est tout simplement capable de d'analyser différents sons et de voir typiquement s'il y a des rimes, ou des choses comme ça. Ensuite, on a les régularités orthographiques. Donc là, c'était avec Parton et collaborateurs en 2001 et c'était en fait pour, tester si des mots pouvaient ou pas apparaître enfin appartenir à la langue française, il me semble et du coup, au travers de pseudo-mots, ils ont découvert qu'en fait, l'enfant peut avoir des connaissances sur certaines régularités orthographiques. Donc tout simplement, bah, des sortes de formes, globalement, un peu comme les d'ailleurs, je confonds un peu avec les connaissances morphologiques. Donc là, les connaissances morphologiques, c'est sur la structure des mots et mince. Vous savez quoi? Je vais faire une toute petite pause et je reviens tout de suite parce que je suis en train de confondre les 2. Hop, me revoilà. Alors en fait, oui, les régularités orthographiques, c'est pour savoir typiquement si le mot, pourrait appartenir à la langue française, donc s'il correspond un peu au code de la langue, donc en utilisant des pseudo-mots. Alors que les connaissances morphologiques, c'est, vraiment sur, la structure de certains mots. Par exemple, chanteur, il y a la partie heure et pour désigner un métier, en fait. Et du coup, oui, je reviens juste à la bonne diapo. Et aussi, oui, par exemple, la forme, reprendre pour dire qu'on refait une action, qu'on la réitère. Et là, il y avait une petite étude de Carlyle et Stone. Désolé du coup pour la petite interruption. Donc ensuite, qu'est-ce que la procédure logographique développée par Goswami et Bryant, je sais pas comment on dit, en 91 et tout enfant passe-t-il forcément par ce premier stade de reconnaissance. Donc là, on est typiquement rentré dans les modèles un peu la prof avait dit dans les années 80, il y avait des modèles typiquement sur la compréhension de la lecture, compréhension écrite tout simplement. Du coup, en fait, cette procédure logographique, ça permet à l'enfant de ne pas lire à proprement parler, mais ça serait en fait ça serait en fait selon le patron visuel du mot. Donc typiquement, le mot aurait une certaine forme, et c'est à travers cette forme-là que l'enfant, s'il l'a stocké en mémoire, pourrait le reconnaître. Donc en fait, on appelle ça un traitement pictural. Donc là, il y avait typiquement l'exemple du Coca-Cola. Et au travers de divers indices dans le mot, l'enfant reconnaît que c'est ce mot-là. Donc typiquement la couleur, bah, souvent Coca-Cola c'est blanc dans fond rouge. Et les deux C majuscules, c'est un peu le signe Coca-Cola, c'est vraiment une signature picturale, quoi. Et par contre, le passage obligatoire par par ce premier stade, cette procédure, est aujourd'hui contesté au sens où on ne passerait pas forcément du coup par tout enfant ne passerait pas par ce stade logographique. Alors ensuite, ça c'est le deuxième stade. En quoi consiste la procédure phonologique? Donc en fait, elle correspond à une association graphème-phonème. Donc cette procédure ne permet pas de lire les mots irréguliers ou avec les lettres muettes. Donc là, je vous redis, c'est le elles sont roses, oignon, monsieur. Et typiquement, c'est comme pour lire un mot que vous ne connaissez pas, le nom du volcan islandais. Et donc globalement, cette procédure est équivalente à l'utilisation de la voix d'assemblage. Et donc il y a une dernière procédure, c'est la procédure orthographique. Et du coup, bah, en quoi consiste-t-elle cette procédure orthographique? Alors, du coup,
Pour dire de façon simple, ce stade pardon, permet de voir le mot comme un tout et non comme un ensemble de lettres à décoder. Donc en fait, on verrait un peu les particularités et les caractéristiques du mot, ce qui nous permettrait de le lire dans sa globalité un peu comme un idéogramme et non lettre par lettre, graphème par graphème. Par exemple, si on lit le mot, heu, typiquement je me souviens c'était un peu une expérience qu'on avait fait en L1, en psychologie cognitive. Typiquement là, on voyait le mot, ensemble. Si on inverse un peu les lettres, vous allez réussir à lire le mot ensemble. Par exemple, si j'aurais fait une faute de frappe, j'aurais inversé le M et le E par exemple, on aurait pu vous auriez pu lire le mot ensemble parce qu'en fait, vous voyez en fait grâce à cette, voie d'adressage, vous voyez le mot comme un tout, ce qui vous permet de lire. Cette voie d'adressage, c'est bien évidemment, ce qui montre que votre lecture est devenue automatique. Après, c'est qu'avec la voie d'adressage, il faut faire plus attention, parce qu'on risque plus de faire de fautes, typiquement, des fautes de frappe et si on se relie et qu'on lit automatiquement le mot, on ne verra pas forcément, la faute. Alors ça, il me semble que c'est la dernière question. Sur la partie lecture, les 3 stades présentés sont-ils successifs dans l'apprentissage de la lecture? Et donc là, si vous avez bien suivi, eh ben, la réponse est non, car un adulte peut utiliser la procédure phonologique face à un mot nouveau. Je rappelle encore une fois, c'est le nom du volcan islandais, ou s'il est une langue qu'il maîtrise peu. Typiquement, s'il découvre, un nouveau mot, ou si c'est un mot qu'il a un peu du mal à prononcer. Typiquement, nous, c'est avec le TH, vous voyez, j'ai pas le prononcer dans la langue anglaise, c'est la prononciation du TH. Et donc, en fait, ces procédures entrent en interaction lors du traitement de l'information écrite. Donc, le phonologique et l'orthographique, ce sont deux procédures complémentaires finalement, pour en fait permettre la lecture, de fait de tout lire tout simplement. C'est ce qui nous permet de tout lire, de nous adapter dans notre lecture. Hop. Parce que typiquement, si on n'aurait que la voix, je reviens juste, c'était pas la dernière question, je reviens juste 2 secondes. Si on avait que la voix orthographique, donc si ça aurait été successif et qu'on aurait que la voix orthographique quand on serait adulte, et ben, on n'arriverait pas à lire des mots qu'on ne connaisserait pas. Ça serait un peu, stupide. Face à une nouvelle langue typiquement, je connais pas ce mot-là, je ne peux pas le lire. Ça serait un petit peu, bête de perdre la procédure phonologique face à l'inconnu, quoi. Alors du coup, fini cette petite parenthèse, à quel âge la lecture devient-elle automatique pour un enfant? Là, il me semble que celle-là, c'est vraiment la dernière. Enfin, la dernière de la partie lecture. Alors du coup, le plus souvent, la lecture devient automatique aux alentours de 8 ans. Cela permet à l'enfant d'avoir plus de ressources cognitives pour comprendre ce qu'il lit. Donc je vous avais dit, c'est la question de l'équilibre, de la distribution des ressources cognitives. Et là, je vous ai fait un tout petit schéma que j'avais déjà fait dans un petit résumé de CM. Il semble que c'était le septième, où en fait la voie de dressage permet d'utiliser moins de ressources cognitives, ce qui en laisse plus disponible pour la compréhension. Et donc d'ailleurs, on passe à la compréhension, et que nous apprend l'étude de Dossin et collaborateurs en 2011. Donc là, c'est un peu des généralités sur la compréhension. Alors, ce que nous apprend cette étude, en fait, je sais même pas si c'est vraiment une étude. En fait, elle nous montre que 20% des enfants en CM2 sont des faibles compreneurs. Autrement dit, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent. Ceci est problématique car la compréhension est fondamentale et prédicteur de la réussite académique et d'une bonne insertion professionnelle. Si tu veux réussir dans la vie, il faut comprendre ce que tu lis globalement. Mais de façon plus spécifique, plus concrètement, que permet la compréhension d'une information écrite? Alors, elle nous permet d'acquérir des connaissances, elle nous permet une interaction avec son environnement et est parfois indispensable pour communiquer avec son entourage, notamment par SMS, email, etc., etc. Si tu n'arrives pas à lire tes emails dans un contexte professionnel, c'est un peu compliqué si on te demande de faire quelque chose et bah, toi, tu as pas saisi le message, quoi. Et cette compréhension est même prédicteur de la réussite en mathématiques,
Parce que c'est sûr que la compréhension des consignes étant fondamentale. C'est vrai que parfois les consignes en mathématiques, il faut bien se concentrer, il faut bien utiliser sa mémoire de travail. Par exemple, il faut se mettre dans la situation, John a 4 billes, il en perd 1, il en reçoit 2 de Johnny et et cetera. Il faut réussir à grosse utilisation de la mémoire de travail et grosse, mise en place de la compréhension. Parce que voilà, typiquement les consignes en maths, ça demande vraiment, une concentration et une compréhension parfois. Et puis oui, la compréhension est primordiale tout simplement. Alors ensuite, en quoi consistent les processus de bail de haut niveau de la compréhension? Donc là, ne pas confondre avec les processus de bail haut niveau de la lecture. Alors du coup, le processus de bas niveau permet d'encoder et de traiter par la mémoire sémantique afin d'obtenir des significations des différents mots d'une phrase, alors que le processus de haut niveau permet d'intégrer chaque mot dans la phrase pour lui donner du sens. Autrement dit, bas niveau, tu comprends la signification de chaque mot, haut niveau, tu comprends la signification de la phrase entière. Elle permet aussi à l'enfant de se rendre compte de sa propre compréhension, donc est-ce que j'ai compris ou non ma phrase, est-ce que je dois me relire, est-ce que la phrase était cohérente, ainsi que d'étendre les connaissances sur les structures grammaticales, donc typiquement sujet, verbe, complément. À partir du moment où on sait comment ça fonctionne, au niveau grammatical, on va plus facilement être en mesure de comprendre le sens des phrases. Sans pour autant connaître COD, COI et tout le bazar, ça c'est un peu les termes techniques, mais finalement on peut comprendre sans pour autant être là à connaître ce que c'est un COI. Déjà, vous vous souvenez de ce que c'est un COI. Alors, que nous dit la Simple View of Reading, développée par Goff et Turner en 86, sur la compréhension écrite? Alors du coup, ce que nous montre ce petit modèle, enfin ce qu'il nous dit plutôt, c'est que la compréhension écrite serait sous-tendue par deux composantes, le décodage des mots, autrement dit la lecture pure et dure, quoi, et la compréhension orale. Le poids de chacune des composantes varie en fonction de l'âge. Donc en fait, on a une étude de la LARC en 2015, donc c'est un ensemble de chercheurs qui a montré des variations des deux composantes au travers d'une recherche corrélationnelle longitudinale. Donc sur des enfants de 6 à 8 ans, tous les ans, ils venaient mesurer leur capacité à reconnaître des mots, compréhension orale, compréhension écrite. Et on se rend compte qu'en fait, déjà le plus important, c'est le décodage des mots, qui prédit le mieux, enfin qui est plus fortement corrélé à la compréhension écrite. Et en fonction de l'âge, plus l'âge augmente, plus c'est la compréhension orale qui vient être fortement corrélée à la compréhension écrite. Donc en fait, dans ce modèle-là, on parle que de compréhension écrite, compréhension orale, décodage des mots. Et du coup, donc d'après ces critiques, donc les gens qui l'ont critiqué, que néglige ce modèle? Alors ce modèle ne prend pas en compte la production d'inférences qui peuvent être nécessaires à la bonne compréhension d'un texte. Typiquement, on avait l'exemple en cours de Betty, je l'avais redonné dans le petit résumé que j'avais fait du septième, huitième cours magistral. Ouais, c'était le huitième, oui. Alors, en quoi les inférences peuvent-elles être utiles pour comprendre un texte? Donc, en fait, il y a trois domaines qui ont été donnés en cours, où en fait les inférences permettent de comprendre certaines choses. Et elles peuvent permettre de connaître le sens du mot dans la phrase, au sens où si un mot a plusieurs significations. Par exemple, si tu vois dans la phrase le mot bout, B-O-U-T, tu peux dire je suis à bout, ça n'aura pas la même signification que tu dis j'ai trouvé un bout de, je sais pas, je sais pas, un bout de quelque chose. J'ai pas d'idée là, un bout de, je sais pas, un bout, un bout de papier, voilà. Alors, il peut permettre aussi à la cohérence locale, enfin les inférences peuvent permettre aussi à la cohérence locale, c'est-à-dire la mise en lien des différentes phrases. Donc là, il y avait la référence anaphorique avec l'exemple de Betty, où en fait il y avait une deuxième phrase où ça commençait par elle, il fallait comprendre que ce elle désignait Betty. Donc ça, c'est la référence anaphorique. Et c'est un exemple de cohérence locale. Sous forme d'inférence causale en utilisant les connaissances de l'enfant. Donc là, en fait, typiquement,
dans l'exemple des Betty, c'était que en fait, tout coûtait trop cher dans les magasins et donc finalement, Betty a préféré, faire un pull pour sa mère. Donc là, l'inférence causale qu'on doit comprendre, c'est que vu que les cadeaux coûtaient trop cher, Betty a décidé de faire un pull car ça lui coûterait moins cher. Donc en fait, la création du pull, c'est à cause des prix trop excessifs des cadeaux dans les magasins, quoi. Alors ensuite, là, il me semble que c'est la dernière question. Ou peut-être pas, vu qu'il a écrit finalement, mais je vais peut-être tout de suite. Finalement, quelles sont les composantes responsables d'une bonne, et pas d'un bonne, d'une bonne compréhension écrite? Et quand se développe-t-elle? En fait, si, je crois que c'est la dernière question. Alors, désolé pour les bavardages de cette vidéo. Du coup, j'ai fait un petit schéma qui vient résumer, récapituler un peu tout ce qu'on a vu globalement sur la compréhension. Et en fait, c'est un peu une version améliorée parce que j'en ai déjà fait une dans le dans mon résumé du 8e cours magistral, sauf qu'en fait, je l'ai regardé et je me suis dit: «J'ai écrit des conneries là-dessus» parce que typiquement, j'ai confondu décoder et encoder. Déjà ça déjà c'est terrible parce qu'en fait, il faut savoir décoder pour ensuite encoder l'information. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc typiquement, là, vous pouvez voir que pour la compréhension d'un texte allemand, on a besoin des processus de bas niveau, processus de haut niveau. Le bas niveau permet d'encoder les mots et ainsi d'obtenir leur signification en passant par le vocabulaire donné, enfin stocké en mémoire sémantique. Et aussi, pour encoder, on a bien évidemment besoin de décoder euh, le texte écrit tout simplement. Et pour le haut niveau, on a les inférences ça permet les inférences donc dans le texte pour mieux le comprendre, ainsi que le contrôle. Donc le contrôle, c'est typiquement, c'est est-ce qu'on a bien compris le texte, typiquement. Et donc pour ça, il y a pour le haut niveau, on a aussi besoin principalement de la grammaire, au sens où avec de meilleures connaissances grammaticales, on va pouvoir faire plus facilement les inférences. Et la mémoire de travail pour en fait venir manipuler, en fait, en quelque sorte, on vient traiter toutes ces informations, enfin toute notre lecture, pour en fait venir faire des liens et donner le sens à la phrase. Et là, juste en dessous, en tout petit, j'écris à quel âge ça commence à se développer. Après, j'ai pas mis pour l'inférence. L'inférence, ça commence à 4 ans pour la compréhension orale. Et pour la compréhension écrite, ça se développe jusqu'à 14-15 ans. Et pour ce qui est du contrôle, le contrôle de la compréhension, ça se développe tout le long de l'âge scolaire. Alors, je sais pas si vous avez entendu ma mère parler, mais si vous l'avez entendu, je m'excuse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'elle croit que je suis en train d'écouter de la musique et de glander. À bientôt.